Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 D'accord, je suis le docteur Godok Josepha, je suis praticienne associée en gériatrie et je vais vous entretenir pour cette première séance. Donc, on va faire un bref rappel de cours et ensuite on va traiter le cas clinique que vous avez reçu, je suppose, et quelques questions isolées. Parce que comme vous le savez, les EVC, il y a une partie pratique et une partie clinique. Donc, je vais commencer par le bref rappel des cours. Je ne sais pas si vous avez reçu le cours aussi. OK, on va commencer brièvement par les définitions qui sont généralement des questions de cours. Le vieillissement, déjà, il faudrait savoir que c'est un ensemble de processus physiologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge mature. La gérontologie, c'est l'étude du vieillissement dans tous ses aspects, que ce soit dans le cadre médical, sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan psychologique, démographique et autres. La gériatrie, c'est la branche de la médecine qui étudie les personnes âgées. Il y a également des termes comme polypathologie, polymédication à connaître, comorbidité. Donc, un patient polypathologique, c'est un patient qui présente plusieurs maladies chroniques, en moyenne à partir de 5 pathologies chroniques. Polymédication, c'est lorsque le patient a dans son ordonnance au moins 5 molécules différentes. Ensuite, il y a le modèle de bouchon à maîtriser également. Donc, ce modèle de bouchon, ça nous permet de comprendre la personne âgée dans sa globalité. Donc là, si vous voyez bien, vous allez remarquer qu'il y a la fonction d'organe en ordonnée et il y a l'âge en abscisse. Ensuite, on a des traits là. Le premier trait qui est représenté par 1, ça représente le vieillissement physiologique. Donc, si on remarque bien, ce trait-là ne touche jamais le seuil d'insuffisance. Donc, ça veut dire que la personne âgée qui vieillit, si c'est un vieillissement réussi, un vieillissement physiologique normal, il n'y aura jamais une atteinte, ça ne va jamais décliner la fonction de l'organe. Ensuite, on a la courbe 2 qui représente les pathologies chroniques. Et si on remarque bien, ces pathologies chroniques-là vont accélérer la réduction des réserves fonctionnelles. Ensuite, on a la courbe 3 qui représente les maladies aiguës. Comme pathologie aiguë, on a tout ce qui est infection, par exemple, infection urinaire, infection pulmonaire, qui vont également venir accélérer ce déclin fonctionnel-là. Donc, pour comprendre la personne âgée dans sa globalité, il faudrait savoir déjà qu'à partir d'un certain âge, il y a des vieillissements des organes. Ensuite, il y a des pathologies chroniques qui viennent accélérer ce vieillissement pour le rendre pathologique. Et on a également les maladies aiguës qui sont des facteurs précipitants. Donc, ça nous permet donc de rechercher les facteurs précipitants pour pouvoir les corriger, d'essayer de faire le bilan de la pathologie chronique afin de réajuster le traitement de fond. Maintenant, on va parler de la fragilité, qui est également un concept à comprendre. Donc, la fragilité, c'est un syndrome gériatrique et on a plusieurs échelles d'évaluation de la fragilité. L'échelle qui est la plus utilisée, c'est les critères de Fried. Je ne sais pas si c'est possible de zapper un tout petit peu pour permettre aussi de lire. Les critères de Fried, on a 5 critères, notamment la perte du poids, la fatigue, la diminution des activités physiques, la diminution de la vitesse de marche et la force musculaire. En fait, ça, c'est à maîtriser également parce que c'est une question aussi qui tombe lors des examens. Et à chaque fois qu'on va vous parler des critères de Fried, il faudrait toujours penser à
interpréter, c'est-à-dire si le patient n'a pas de critères, c'est un patient qui est robuste. S'il a un ou deux critères, c'est un patient qui est préfragile. À partir de 3 critères, on considère que ce patient est fragile. Donc, à quoi est-ce que ça sert de dépister la fragilité chez le patient âgé? Ça permet de mettre en œuvre des interventions pour éviter la dépendance et ça permet également de prédire du devenir du patient. Est-ce que c'est un patient qui pourra entrer en institution? Est-ce que c'est un patient qui va décéder? Ensuite, on a également le concept d'évaluation gériatrique standardisée qu'il faudrait absolument maîtriser. Donc, c'est l'évaluation du patient âgé dans sa globalité. C'est une évaluation qui doit être pluridisciplinaire, ça doit se faire à distance de situations aiguës. Donc, l'idéal pour réaliser une évaluation gériatrique standardisée optimale, c'est pas en milieu, comment je vais dire ça, en hospitalisation, ça sera plutôt à distance, c'est-à-dire un patient qui a été hospitalisé, qui est rentré chez lui, qui revient pour une consultation post-hospice, et là, faire une évaluation globale des différentes fonctions, notamment la fonction cognitive avec le MMSE, également évaluer son autonomie et sa dépendance fonctionnelle. Là, on a 2 échelles, l'échelle des activités de la vie quotidienne et le IADL, qui sont également des échelles à maîtriser, qu'on verra un peu plus loin dans les prochains cours. Également, rechercher le risque de chute parce que la chute est un syndrome gériatrique et déjà l'âge supérieur à 80 ans, c'est déjà un facteur de chute. Ensuite, on a la dépression également avec le score de GDS. Évaluer également le risque d'escarre, notamment chez les patients qui sont alités. Évaluer également les comorbidités. La prochaine notion à connaître, c'est la notion de cascade gériatrique. Lorsqu'on parle de cascade gériatrique, en général, c'est le déséquilibre en série de plusieurs fonctions d'organes, secondairement un facteur déclenchant. Lors d'une cascade gériatrique, on a des organes qui sont majoritairement touchés, notamment le cerveau, avec la confusion, la désadaptation psychomotrice. On a le cœur également, à travers l'insuffisance cardiaque. On a les reins, l'insuffisance rénale, et on a également la fonction d'alimentation, la déshydratation, la dénutrition. Ensuite, il faudra également maîtriser les effets du vieillissement sur l'organisme. Parce qu'on a le vieillissement physiologique, également le vieillissement pathologique. Et comme vieillissement pathologique, chez la personne âgée, au niveau du cœur, on a la rigidité des artères qui seront responsables de l'augmentation de la pression artérielle systolique. Donc, on a une hypertension artérielle systolique, hypertrophie du ventricule gauche avec des troubles de la relaxation du myocarde. Le vieillissement du système nerveux devra toujours, s'il y a une question sur le vieillissement du système nerveux, toujours penser à une diminution modérée des performances mnésiques sans retentissement sur les activités de la vie quotidienne. Toujours penser à une diminution des capacités de l'attention, ce sont des choses à ne pas oublier. Sur le plan respiratoire également, on a une diminution de la capacité ventilatoire. Sur le plan digestif, il faudrait toujours penser à une diminution du péristaltisme, raison pour laquelle les sujets âgés sont souvent beaucoup plus sujets à des constipations. Toujours penser également aux modifications de l'appareil bucco-dentaire avec l'âge, qui seront très souvent responsables également des troubles de l'alimentation, avec un risque de dénutrition qui n'est pas négligeable. En ce qui concerne l'appareil locomoteur, on a une diminution de la masse musculaire, de la force musculaire à ne pas oublier. En ce qui concerne l'appareil urinaire, on a une diminution du début de filtration glomérulaire à ne pas oublier, une diminution également des néphrons, de la taille des reins et de la masse rénale. Donc là, c'est un bref résumé de tout ce qui est vieillissement.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que on peut passer au cas clinique? Bon, s'il n'y a pas de questions, on pourra donc commencer avec le cas clinique. Est-ce que vous avez reçu le cas clinique avant la séance? Je veux juste savoir si je peux projeter d'emblée les réponses ou... Oui, docteur, bon, moi j'ai reçu. OK. OK. On va commencer par la lecture du cas clinique. On a Madame B, âgée de 92 ans, qui est amenée aux urgences par le SAMU. Le SAMU a été alerté par le voisin, qui est le principal aidant, pour une chute. Elle a été retrouvée au sol par son voisin et serait tombée 4 heures plus tôt. Là, on nous dit que c'est la troisième chute en 6 mois. La patiente vit seule, elle a 2 enfants avec qui elle n'est plus en contact depuis plusieurs années. Elle a pour antécédents diabète de type 2, insuffisance rénale sévère, maladie d'Alzheimer, gonarthrose, dyslipidémie, cardiopathie ischémique et pose de stent il y a 3 ans. Dans ces traitements, on a la metformine, le cardégique, le clopidogrel, bisoprolol, ramipril, furosémide, atorvastatine, pantoprazole, lorazépam, ibuprofène et je vois l'anzoprazole. Bon, je pense que je devais mettre juste un seul IPP. Ensuite, la patiente ne parvient pas à se relever du sol. L'examen physique retrouve une altération de l'état général, une plaie de l'arcade sourcilière, un état d'incurie, un pli cutané, une soif. Elle est consciente et somnolente. Là, on a ses paramètres. On nous dit qu'à l'examen physique, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque. L'auscultation pulmonaire est claire. Il y a une présence d'une douleur au niveau de la hanche gauche. Au niveau des questions, la première question, c'est compléter votre examen physique. Quelles sont les complications suspectées? Quels sont les signes de gravité à rechercher devant une chute? Comment est-ce qu'on calcule l'IMC? Comment est-ce qu'il faudrait l'interpréter? Quels sont les facteurs favorisants de la chute chez la patiente? Et on a une radiographie qu'il faudrait interpréter. Son bilan biologique, ci-après, bandelette urinaire négative, gaz de sang, on a dit qu'on a un effet shunt, l'imagerie cérébrale est normale, la radiographie pulmonaire est normale, on demande d'interpréter les résultats. Quel est le diagnostic le plus probable qui explique la désaturation? Comment est-ce qu'on confirme le diagnostic? On nous redit plus tard que Madame B est hospitalisée, le traitement d'embolie pulmonaire a été instauré. Quel autre volet de la prise en charge hospitalière allez-vous instaurer? Quels sont les examens paracliniques en cas de chute à répétition? Et je crois que c'est la fin de notre premier cas clinique. Donc déjà, lorsqu'on a un cas clinique, il faudrait déjà faire une première lecture de tout le cas clinique, lire toutes les questions, essayer d'analyser l'énoncé pour pouvoir recouper les différentes informations qui nous seront utiles pour la suite. Est-ce que ça sera possible, s'il vous plaît, de projeter l'autre document? Je le fais, Joseph. C'est bon. Euh,
Je crois que le nom du fichier, c'est Introduction, gériatrie séance 1. Oui, 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 je suis en train de le télécharger. Bon, je vais revenir sur la fragilité, le temps qu'on projette le document. Déjà, la fragilité, c'est un syndrome gériatrique, c'est un état qui est potentiellement réversible. C'est le reflet de la diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d'adaptation au stress. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est possible de projeter un tout petit peu? D'accord. Donc, on a vu tout à l'heure que la fragilité, c'était un syndrome gériatrique. Et c'est le reflet de la diminution des capacités physiologiques de réserve. Et on a vu les différentes échelles qui permettent d'évaluer la fragilité chez la personne âgée. Les critères de fragilité de Fried, je vous les j'ai remis également là pour une meilleure compréhension. Il faudrait absolument les retenir, les connaître par cœur. Devant toute personne âgée, il faudrait rechercher est-ce que c'est un patient fragile, est-ce que c'est un patient robuste? Parce que la prise en charge, c'est pas pareil. Donc, là, on a les 5 critères de fragilité. Chez notre patiente du cas clinique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de me donner les critères de fragilité? Quelqu'un veut s'essayer? Bon. Est-ce que c'est possible de passer à la prochaine diapo? OK, là, j'ai remis également l'évaluation gériatrique standardisée, qui est également à maîtriser. Est-ce que c'est possible aussi de passer? Là, c'est la définition du syndrome gériatrique. Donc, on appelle le syndrome gériatrique tout ensemble de signes qui ne sont pas forcément expliqués par une seule pathologie et qui peuvent entraîner la perte d'autonomie chez nos sujets âgés. Donc, on va faire une analyse ensemble de l'énoncé. On nous a dit que notre patiente a été alertée. En fait, on nous a dit que la patiente est arrivée au SAMU et c'est le voisin qui avait alerté le SAMU. Donc, le voisin, c'est le principal aidant. On nous a également dit qu'elle a été retrouvée au sol et elle serait tombée 4 heures plus tôt. Là, on a une notion de stase prolongée au sol. On nous a également dit que c'est la 3e chute en 6 mois. On sait que chute à répétition, ça veut dire plus de 2 chutes en 12 mois. Donc, il faudrait déjà qu'on se mette dans une partie du cerveau que là, on est dans un contexte de chute à répétition. Ensuite, on nous a dit qu'elle vit seule. Donc, il y a forcément un problème d'isolement social. Elle a des enfants et n'est plus du tout en contact avec eux. Donc, il y a également un problème social qu'il faudra résoudre par la suite. Au niveau de ses antécédents, toujours faire l'analyse de l'ordonnance en mettant les médicaments et les antécédents. Ça permet d'évaluer quels sont les médicaments qui lui manquent, quels sont les médicaments qui sont en surplus, quels sont les médicaments qui n'ont pas d'indication sur l'ordonnance. Donc, c'est une patiente qui a une maladie d'Alzheimer. On n'a pas vraiment précisé si elle a un suivi ou pas. Elle a une insuffisance rénale chronique sévère. Elle est diabétique, elle prend la metformine. Elle a l'hypertension, elle prend perindopril, une dyslipidémie, atorvastatine, cardiopathie ischémique avec un pose de stent depuis 2 ans. On voit que la patiente est sous double antiagrégat plaquettaire, donc déjà, ça devrait nous alerter.
Ensuite, gonarthrose, elle prend un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ça aussi, également, ça devrait nous alerter. Une patiente qui a une maladie d'Alzheimer, il n'y a pas d'infirmier, il faudrait également se poser, est-ce que la patiente prend ses traitements? Est-ce qu'elle prend plus que prévu? Ce sont des petites questions qu'il faudrait se poser et peut-être noter euh, lors de l'analyse de l'énoncé. Donc, la prochaine diapo, là, on a la metformine qui n'est pas adaptée pour sa fonction rénale. Ensuite, cardégique, clopidogrel, il y a un problème. Elle prend le bisoprolol, elle fait des chutes. Est-ce qu'il n'y a pas une hypotension orthostatique également? Elle prend ramipril. Elle a une insuffisance rénale sévère. Il y a également un risque d'hypercalémie avec le ramipril, étant donné qu'elle a également chuté. Elle prend de l'ibuprofène qui n'est pas vraiment indiqué chez les sujets âgés. Elle est sur furosémide. Est-ce qu'elle est déshydratée? Est-ce qu'il y a une hypotension orthostatique également? Elle prend atorvastatine, on sait qu'elle a chuté, il y a eu stase au sol, donc il pourrait avoir également un risque de rhabdomyolyse. Elle prend un IPP, pourquoi? On ne sait pas. Il y a un risque d'hyponatrémie sur le long cours, il y a le risque également de faire des colites à Clostridium difficile. Elle prend une benzodiazépine avec une demi-vie longue, ce qui n'est pas vraiment indiqué chez la personne âgée. La prochaine diapo. On nous a dit qu'elle ne peut pas se relever du sol. Donc, toujours penser aux complications liées à la stase au sol en cas de chute. Au niveau de l'examen physique, on nous a parlé d'une plaie de l'arcade sourcilière gauche. Ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme crânien. C'est une patiente qui est sous anti-agrégant plaquettaire. Toujours penser au scanner cérébral non injecté, mettre ça à côté pour ne pas oublier. Penser également à l'état vaccinal du tétanos. Elle est en état d'incurie, toujours le problème social, toujours se mettre dans la tête qu'il faut penser à la mise en place des aides lors du retour à la maison. Ensuite, on a le pli cutané, la soif, qui sont des signes de déshydratation. On nous a dit que la patiente est somnolente, donc on est dans une confusion hypoactive. Ensuite, on a ces paramètres-là qu'il faudrait analyser. Fréquence cardiaque, on est à 110 battements par minute. On a la température à 37,9. On a la saturation 89% en air ambiant, ce qui n'est pas correct. La fréquence respiratoire, une tachypnée. On a le poids, la taille. Dès qu'on nous met poids-taille, on pense à calculer l'IMC directement et penser également est-ce que le patient est dénutri ou pas. Ensuite, on nous a dit dans l'énoncé que la patiente a une douleur au niveau de la hanche gauche. On sait qu'elle a chuté. Il faudrait se demander est-ce qu'il y a une fracture. Devant la somnolence qui reflète la confusion hypoactive, toujours penser chez le sujet âgé, est-ce que le transit est conservé? Est-ce que c'est un fécalome? Est-ce qu'il y a un globe? C'est des petits tips qu'il faudrait toujours noter. Prochaine diapo, on nous a demandé de compléter notre examen physique. Donc, on nous a dit que la patiente était confuse. Est-ce que dans l'énoncé, on nous a parlé d'un toucher rectal? Non. Il faudrait bien rechercher est-ce que la patiente a un fécalome. Donc, si on dit compléter votre examen physique, moi, d'emblée, les deux éléments qui me viennent de prime abord, c'est est-ce qu'elle a un fécalome? Est-ce qu'il y a un globe vésical? Pour la recherche du fécalome, on fait le toucher rectal. Pour le globe vésical, on va déjà palper. Ensuite, on va faire le bladder scan pour rechercher si on retrouve plus de 500 millilitres. Maintenant, la deuxième question, est-ce que quelqu'un peut essayer de nous donner une réponse? Quelles sont les complications qu'on peut suspecter chez la patiente? Oui, docteur, je peux essayer de donner D'accord. pour les Bon, là, on a déjà complications. mis les réponses. OK. Donc, pour les complications, Oui, j'ai pensé à des complications ostéo-articulaires, telles qu'une oui. fracture au niveau du bassin. Les complications neurologiques, bien déjà, je devais commencer par les complications neurologiques, donc au niveau de la tête, un hématome intracrânien, les complications toujours neurologiques, un syndrome de post-chute, une perte d'autonomie,
les complications ostéo-articulaires, une fracture du bassin, une pneumopathie d'inhalation, une embolie pulmonaire et puis une déshydratation. C'était bien déjà de s'essayer, mais il faudrait avoir une méthodologie pour pouvoir répondre. Donc, on va passer à la diapo suivante. L'autre diapo. Donc là, c'est un tableau qui explique la démarche, la conduite à tenir en cas de chute. Lorsqu'il y a une chute, il faudrait se demander quelles sont les conséquences de la chute. Comme là, on nous a demandé les complications, toujours penser aux complications traumatiques. Un peu comme tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, je n'ai pas vu le nom. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Victoire. Victoire. Voilà, Victoire, comme tout à l'heure, il fallait plutôt organiser ta réponse en complications traumatiques, complications liées à la stase au sol. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, oui. Oui, donc plutôt organiser ça comme ça. Maintenant, dans les complications traumatiques, tu as parlé de l'hémorragie intracrânienne, qui est une complication traumatique. Tu peux parler des fractures et tout ce qui va avec. Dans les complications qui sont liées à la stase au sol, c'est là où tu vas nous ramener l'embolie pulmonaire, les escarres, la déshydratation, les pneumopathies d'inhalation. Je ne sais pas si tu vois un peu comment est-ce qu'il faudrait, ta démarche, en fait, comment est-ce que tu dois répondre. Ok, je vois. Oui. Et lorsqu'on te demande quelles sont les complications à rechercher dans l'immédiat, toujours penser à qu'est-ce que j'aurai quand je vais recevoir le patient instantanément. Le syndrome post-chute, oui, tu peux l'avoir, mais pour moi, ça pourrait revenir en dernière position. Donc, si on me demande, par exemple, de me donner 6, 7, 8 complications, je commence par les complications les plus probables et je mets en dernier celui qui va apparaître un peu à distance. Je ne sais pas si on s'est bien compris. D'accord. Donc, il y a également la méthodologie qu'il faudra essayer de revoir lorsqu'on essaye de poser les questions. Et si on vous demande, par exemple, quelles sont les complications, comme là, quelles sont les complications de la chute, si vous décidez de définir la chute, c'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt un point en plus parce que aux EVC, ce sont les détails qui font la note. Donc, tant que vous écrivez tant que vous donnez des réponses qui sont correctes, essayez de détailler au maximum. On ne va jamais vous en vouloir parce que vous avez détaillé. Donc, si, par exemple, je dis la chute, c'est telle chose, les complications, voilà ce que j'ai, j'organise mes réponses en tiret, complications traumatiques, complications liées à la stase au sol et les autres complications psychologiques avec le syndrome de post-chute et consorts. C'est une très bonne chose. Donc là, ce tableau, ça nous montre exactement comment est-ce qu'il faut raisonner en cas de chute. On va regarder les conséquences de la chute, qui sont les complications de la chute. Ensuite, il faut penser à tout ce qui est pathologie responsable de la chute. Dans les pathologies responsables de la chute, on va mettre les facteurs prédisposants, les facteurs précipitants. On va voir la chute lors de notre prochaine séance. Ensuite, il faut penser au caractère répétitif de la chute. Comme chez notre patiente, on nous a dit que c'est une patiente qui a déjà fait plus de 3 chutes en l'espace de 6 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Dans le volet du caractère répétitif de la chute, on nous dit ici que des signes de gravité, c'est lorsqu'il y a une augmentation récente de la fréquence de la chute, lorsqu'on a une association de plus de 3 facteurs de risque de la chute et lorsqu'on a des troubles de l'équilibre et de la marche. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'on peut avancer? Oui, docteur, s'il vous plaît. Oui. Là, nous sommes dans les signes de gravité ou bien toujours dans les complications? La question, c'était sur les complications et j'ai profité pour faire un petit rappel de la démarche lorsqu'on nous parle de chute. Ok. Mais la Ok, question, docteur. c'était quelles sont les complications qui sont liées à la chute. C'était ça notre question. Mhm. Donc là, j'ai profité pour faire un petit bref rappel de comment est-ce qu'il faut raisonner quand on parle de chute. En fait, quels sont les différents tiroirs qui doivent revenir instantanément lorsqu'on te parle de chute. Ok, docteur. Merci. D'accord. Bon. Ensuite,
On a la troisième question. Je pense qu'on a répondu déjà à la troisième question. Quels sont les signes de gravité? C'était ce tableau-ci. Ensuite, la quatrième question, le calcul de l'IMC. Est-ce que quelqu'un peut me donner la formule du calcul de l'IMC? Le poids sur la taille au carré. D'accord, parfait. Ne pas oublier l'énoncé. Pas l'énoncé, pardon. Excusez-moi. L'unité, pardon. En kilogrammes par mètre carré. OK. Et chaque fois qu'on demande de calculer l'IMC, toujours penser à mettre une petite phrase. Est-ce que le patient est dénutri ou pas? Même si on ne vous a pas demandé, ça ne fait pas des points en moins, pardon. Donc là, l'IMC chez cette patiente, après calcul, on est tombé à 19,5. Donc, c'est une patiente qui a une dénutrition sévère. Ensuite, on nous a demandé quels sont les facteurs favorisants chez la patiente. Les antécédents. Donc, j'ai fait un bref rappel sur les facteurs prédisposants et les facteurs précipitants des chutes. Comme facteur prédisposant de la chute, on a l'âge qui est supérieur à 80 ans, on a le sexe féminin, on a l'antécédent de chute en lui-même, les fractures traumatiques, on a la polymédication, je pense qu'on a vu la définition dès le début du cours, on a la prise des psychotropes, des diurétiques, de la digoxine, on a les troubles de la marche, de l'équilibre, on a également la diminution de la force musculaire. On a tout ce qui est arthrose du membre inférieur, les anomalies du pied, les troubles de la sensibilité, les troubles sensoriels, notamment la baisse de l'acuité visuelle. On a la dépression et on a également les troubles neurocognitifs. Donc là, ce sont des facteurs prédisposants. Facteurs précipitants, là, c'est... Est-ce que c'est possible? Oui, c'est bon. Là, c'est un tableau qui montre les principaux facteurs précipitants. Toujours penser à tout ce qui est iatrogénie, cardiovasculaire, neurologique, vestibulaire, métabolique, environnementaux. Toujours avoir ces différents tiroirs. Est-ce que quelqu'un peut me donner la différence entre un facteur qui prédispose et un facteur qui précipite? Juste pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. Quelqu'un veut s'essayer? Docteur, s'il vous plaît, les facteurs Oui. prédisposants, ce sont des facteurs favorisants. Oui. Disons différence entre ce qui prédispose et ce qui précipite. Selon toi, en fait, si on te demande c'est quoi le facteur qui prédispose, quelle est la différence entre les deux? Le facteur prédisposant, c'est le facteur qui favorise. C'est ce qui favorise voilà, la survenue, par exemple, de la chute. Et les facteurs précipitants sont des facteurs qui... Pardon. Bon, essaye de le dire terre à terre, en fait. Si on doit te demander quelle est la différence entre les deux, selon toi. Les facteurs qui prédisposent. Les facteurs qui précipitent, ça veut dire qui accélère, comme tu as dit. Exactement, c'est ça. Et je pense qu'on a vu le modèle de Bouchon au début du cours. Donc, précipitant, c'est ce qui vient accélérer, c'est la situation aiguë qui vient causer la chute. Ok. Oui. Prédisposant, c'est généralement les antécédents du patient. C'est un patient qui a des troubles neurocognitifs. On va te dire que c'est un patient qui a des troubles de la vue, peut-être un patient qui a une cataracte qui n'a pas été opéré, un patient peut-être qui est dénutri. C'est ça le facteur prédisposant. Précipitant, c'est ce qui vient accélérer la chute. Par exemple, un patient qui a une infection urinaire, quoi d'autre encore? Un patient qui a une hypotension orthostatique. C'est ça qui va précipiter la chute. Et toujours penser également à
tous ces facteurs environnementaux également qui peuvent précipiter la chute. Par exemple, un patient qui vit dans une maison où il n'y a pas d'espace, c'est encombré, il n'y a pas d'espace. À coup sûr, il va faire des chutes. S'il est peut-être mal chaussé, il va faire des chutes. Si l'éclairage n'est pas bon, il va faire des chutes. Donc, c'est aussi un volet qu'il ne faudrait pas négliger. Et généralement, ces facteurs environnementaux sont pris en charge par l'équipe d'ergothérapie. Donc, plus bas, on a une liste d'examens à faire. Généralement, en cas de chute, toujours penser à l'ionogramme pour rechercher une hyponatrémie, toujours penser au dosage de la vitamine D, toujours penser à faire une émulation formule sanguine pour rechercher une anémie. Un ECG, si on a des signes d'appel cardiaque, un dosage de l'hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques. Donc là, ce sont des examens paracliniques qui sont recommandés à faire à distance. Donc, c'est pas forcément pendant l'urgence. La vitamine D n'a pas d'intérêt en urgence. Donc, si un patient vient là, vous le recevez aux urgences, il n'y a pas d'intérêt à faire la vitamine D à l'instant T. C'est un examen qu'on peut faire après. La prochaine diapo, est-ce que c'est possible de zapper? Donc là, on a le bilan paraclinique à faire en urgence, donc en première intention. Et le but là, c'est de rechercher les signes de gravité. Donc, on nous dit ici, si le patient se plaint de douleur, s'il y a une impotence fonctionnelle, il faut forcément faire des radiographies osseuses de la zone considérée. Notre patient se plaignait d'une douleur au niveau de la hanche, donc il faudrait qu'on note qu'on doit faire la radiographie. Ensuite, on nous dit ici, si la personne est restée au sol plus d'une heure, il faut doser les CPK et la créatinine sérique. Donc là, on va rechercher, est-ce que le patient est en train de faire une rhabdomyolyse? Est-ce qu'il est en train de faire une insuffisance rénale aiguë? Ensuite, on nous dit que si le patient fait un malaise ou une perte de connaissance, il faut penser à faire un ECG. Si c'est un patient diabétique, il faut penser à la glycémie. Bon, la glycémie chez le patient diabétique, c'est un PMZ. Donc, PMZ, ça veut dire parmi zéro, en fait. Donc, c'est un réflexe qu'il faudrait toujours avoir. Si on te dit patient diabétique, toujours noter à côté glycémie, hémoglobine glyquée si besoin. Donc, le prochain slide, s'il vous plaît. Là, c'était la radiographie qu'on avait eue. Et on nous a demandé le diagnostic. Est-ce que quelqu'un pourra décrire ce qu'il voit à la radiographie? Bon. J'essaye. Oui, Victoire. Bon, nous sommes devant le cliché radiographique du bassin. Oui. Faites une radiographie du bassin de face de Oui. Madame D, sur lequel nous voyons au niveau du rachis des lésions ostéolytiques, et au niveau du bassin, on voit une déminéralisation osseuse. Bon. Selon toi, c'est quoi le diagnostic? Une Victoire. coxarthrose. Une coxarthrose. D'accord. Si tu penses que c'est la coxarthrose, le diagnostic, il faudrait que tu mettes les mots-clés que le correcteur voudrait voir. Mhm. Donc, quels sont les signes radiologiques de la coxarthrose? Et des lésions ostéolytiques. Je suppose que tu veux dire quoi, l'ostéocondensation sous-chondrale. En fait, faudrait dire Oui. les mots-clés, quoi. Mhm. Par exemple, ostéocondensation sous-chondrale, est-ce qu'il y a des géodes? Est-ce qu'il y a des ostéophytes? Ouais, Faudrait que ostéophyte. parce que c'est ce qu'on veut voir. Est-ce qu'il y a un pincement articulaire? Il faudrait que tu puisses faire ressortir ces mots-là. C'est compris? Hein? Oui, oui, docteur, merci. D'accord. Donc, lorsqu'on vous pose une question, en fait, faudrait vous mettre à la place du correcteur et vous dire qu'est-ce qu'il voudrait bien que je puisse écrire. Donc, si tu as pensé que c'est une coxarthrose, est-ce que c'est un seul côté? Est-ce que c'est les deux côtés? Il faudrait toujours C'est le le dire. dos. Si tu vois que c'est un côté, tu précises le côté.
Là, tu vois que c'est un côté ou les deux côtés. Les deux côtés, docteur. D'accord. Donc, on est sur une coxarthrose bilatérale. On est d'accord? Oui, docteur. OK. Et tu précises donc tout ce que tu as vu comme signe. On va passer à la prochaine question. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc là, c'est des signes des signes radiologiques de la coxarthrose qu'il faudrait absolument maîtriser parce qu'on ne sait pas ce qui va tomber à l'examen. On peut vous mettre une radio d'arthrose ou d'une fracture. Donc, il faudrait quand même connaître un peu, lire ces radios-là. Donc, prochaine question, vu que personne n'a de questions, on a le bilan biologique de la patiente et on nous a demandé d'interpréter les résultats. Est-ce que quelqu'un voudrait bien s'essayer? Oui, docteur, je vais essayer. D'accord, Victoire, je t'écoute. Interprétation des résultats. Nous avons une hypernatrémie à 158 mmol par litre, Oui, une hypercalémie à 5,1 mmol, oui, un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP à 80 mg par litre, oui, des CPK élevés qui signent une rhabdomyolyse, oui, une hyperleucocytose à 12 000, bien à 12 gigas par litre. oui. L'hémoglobine est normale chez cette patiente de 92 ans. Je suis pas Euh, d'accord pour l'hémoglobine. On est à 11,5. C'est quoi la norme chez la femme? c'est la femme de plus de 70 ans. Ça doit être Moi, je pense que supérieur. c'est 12, la norme, en fait. Si c'est inférieur à 12, tu as une anémie. Bon. J'ai lu quelque part, on me disait que chez la Oui, femme de plus de 70 ans, on a une anémie lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à à 11,5. 11,5. Mhm. Quel document? Est-ce que c'était le collège des mathos? Parce Non, 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 il non, faudrait non. bien choisir les documents. Ah oui, justement. Oui, il faudrait bien choisir les documents. Il y a beaucoup de documents sur Internet, mais tous les documents ne sont pas fiables à 100%. Donc, pour tout Mhm. ce qui est maths, il y a le livre du collège qu'il faudrait absolument feuilleter, connaître les normes pour ne pas se Mhm. tromper. Ok. Bon, on va continuer. Syndrome inflammatoire biologique, tu m'as parlé de la CRP, tu n'as pas mis l'hyperleucocytose à l'intérieur de ton syndrome biologique. Le syndrome inflammatoire. Biologique, oui. Ah, dans le Je pense que syndrome inflammatoire, tu as dû oublier en fait, parce que tu m'as cité l'hyperleucocytose à part. Bon, docteur, docteur Joseph, tu sais, je n'ai pas, en tout cas, sérieusement, je n'ai pas sauté. Je me dis que dans le syndrome inflammatoire, il n'y a oui. que la CRP. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre peut nous éclairer alors? Mhm. Moi, j'allais dire, dans le syndrome inflammatoire, il n'y a pas que la CRP. Donc, je pense que D'accord. docteur Joseph a raison. L'hyperleucocytose entre aussi À dans le l'intérieur. syndrome. Ouais, ouais. OK. Bon, Victoire, c'est bon maintenant. Oui, c'est bon maintenant, merci. Ok. D'accord. Ensuite, on continue des dimères. Oui, les D-dimères également sont élevés à La norme 1700. chez notre patiente, c'est combien? Et la Euh, case. et là, normalement, ça devrait être inférieur à 500. Inférieur ou égal à 500. En fait, chez la personne âgée, la norme, c'est 10 fois son âge. 900 Oui, le alors. seuil, en fait, oui. Là, elle a 92 ans, donc on est à 920. 920. Ok. Exactement. Ensuite, on continue. Une glycémie capillaire à 12 mmol par litre, elle est élevée. Oui, 12 mmol par litre. Les troponines à 30 nanogrammes par litre, ça aussi c'est élevé. Et puis les BNP
élevé également à 900. Et l'urée à 20 millimoles par litre. La valeur de l'urée là. Oui, c'est élevé. Ensuite, Ensuite, la créatinémie élevée également 200 micromoles par litre et un DFG bas à 12,1. d'accord. Donc là, effectivement, on a l'hypernatrémie, comme tu as dit, à 158 millimoles. L'hypernatrémie qui est le reflet de la déshydratation intracellulaire. Ensuite, on a la créatinémie qui est élevée à 200 micromoles avec un DFG qui est hyper bas. Donc là, on est dans une situation d'insuffisance rénale aiguë. C'est également le reflet d'une déshydratation extracellulaire. Donc là, on est dans un contexte de déshydratation globale. On avait une hypercalémie à 5,1. On avait la rhabdomyolyse, comme tu l'as si bien dit, le syndrome inflammatoire biologique, comme tu l'as dit. Ensuite, les dédimères qui étaient supérieurs au seuil. Chez elle, on est à 920. Dédimères supérieurs au seuil, il faudrait penser à embolie pulmonaire, surtout chez une patiente qui désature, qui a fait une chute, étant donné que c'est une complication liée à la stase au sol. On nous redit encore que cette patiente au gaz des seins, elle a un effet shunt qui nous oriente plus encore vers l'embolie pulmonaire. On nous a dit que la patiente était tachycarde. Ça rajoute encore des éléments en faveur de l'embolie pulmonaire. À l'imagerie, on a dit que le scanner cérébral était normal, donc on n'a pas d'hémorragie intracrânienne. Et on nous a dit que la radiographie pulmonaire était normale, donc ça nous permet d'éliminer tout ce qui est pneumopathie d'inhalation. Est-ce que tout le monde est OK avec ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des Docteur, incompréhensions? Oui, docteur, Victoire. s'il vous plaît, au niveau des gaz du sang, effet shunt là, c'est-à-dire quoi? Effet shunt, bon, je pense qu'il faudrait qu'on fasse, je vais me noter ça, de faire un petit détail sur comment est-ce qu'il faut interpréter les gaz de sang. Mais de façon terre à terre, quand tu prends les gaz de sang, tu cherches la PCO2 et tu La cherches la PO2. PO2. Et si c'est inférieur à 120 millimètres de mercure, tu es dans un contexte d'effet shunt. C'est quoi la PO2 ou la PCO2? Les deux, lorsque tu additionnes les deux, si par exemple tu as une PO2 je vais prendre quel chiffre? Peut-être à 50, je dis n'importe quoi, avec une PCO2 peut-être à 45, tu vois que 50 plus 45, on est à 95 millimètres de mercure. Donc c'est effet shunt en fait. Lorsqu'on te donne gaz de sang, il faudrait rechercher de prime abord, est-ce que tu as un effet shunt si tu penses à une embolie pulmonaire? C'est un argument également qui vient un peu augmenter, qui vient faire peser le diagnostic, si tu peux ainsi dire. Ok, merci beaucoup, docteur. De rien. On a également l'urée que j'ai pas mis dans ma réponse, je vais réajuster, qui est également élevé, qui nous oriente aussi Hyperglycémie. vers la déshydratation. Ensuite, on avait pas. Tu m'as dit NT-proNP élevé, non. Chez notre patiente, non. Les NT-proBNP ne sont pas élevés parce que la norme, ça doit être inférieur à 1800. Si c'est supérieur à 1800, c'est là où ça commence à devenir inquiétant. C'est pas ça qui Il y a les c'est pas ça qui doit. BNP et il y a les NT-proBNP. Ah, ok. Oui, et chacun a son seuil. Je pense également que vous allez voir tout ça dans les cours de cardio. Vous irez en détail et tout. Mais NT-proBNP, le seuil, c'est 1800. Ok, merci, docteur. De rien. Bon, Excusez-moi, s'il vous plaît. oui. Juste pour revenir vite fait sur l'effet shunt, vous nous avez dit PO2 plus PCO2, elle doit être égale à combien? Si c'est inférieur à 120 millimètres de mercure. Si c'est inférieur à 120 mm de mercure, ça veut dire effet Oui, shunt. oui, c'est ça. Ok, super, merci. De rien. Donc, on va passer à la prochaine question, qui était quel est le diagnostic le plus probable? Je pense qu'on a déjà trouvé tout ensemble le diagnostic le plus probable. On a parlé d'embolie pulmonaire. Toujours justifier ton diagnostic. Donc, quand on te demande la question, quel est le diagnostic, il faudrait toujours justifier. Moi-même, je n'ai pas bien répondu là, mais je vais corriger dans le document final que je vais envoyer. Pourquoi est-ce qu'on pense à une embolie pulmonaire? On a une patiente qui a chuté, on a une notion de stase prolongée au sol.
C'est une patiente qui a qui désature, on a des désimères qui sont supérieurs au seuil, on a un effet shunt, on a une température qui n'est pas aussi élevée, qui n'est pas très élevée. On était à 37,9, dans une fièvre plus ou moins modérée. Comment est-ce qu'on confirme le diagnostic? Est-ce que quelqu'un peut nous donner comment est-ce qu'on confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire? Quelqu'un veut bien s'essayer? Oui, docteur. Oui, Victoire, je t'écoute. Pour confirmer le diagnostic d'une embolie pulmonaire, il faudra faire un angioscan. Angioscan de quoi? Angioscanner thoracique. OK. Et chez notre patiente, qu'est-ce qu'il faut faire? Chez notre patiente, Oui. bon, faut dire que la fonction rénale de notre... Normalement, l'angioscanner se fait avec injection du produit de contraste. Parfait. Et là, on a un DFG qui est déjà inférieur à 15. Donc, Est-ce que c'est en dessous de 15 qu'on ne fait pas l'angioscanner? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Plutôt 30. OK, merci Ismaël. Après, c'est discutable avec le radiologue, des fois, généralement. Et vers clairance à DFG avec 25, 28, des fois ils tolèrent, mais ils disent il faut hydrater avant et après. Mais généralement, je pense que le seuil, c'est 30. Ce qu'on veut voir à l'examen, c'est 30. ok, merci. Donc, si on te parle d'insuffisance rénale sévère, tu sais déjà qu'on est inférieur à 30. Donc, on ne voudrait pas que tu parles de l'angioscanner thoracique, en fait. Faudrait pas parler de ça. Faudrait peut-être faire une phrase pour dire on ne fait pas l'angioscanner thoracique chez cette patiente parce qu'elle a un DFG inférieur à 30. Ça pourrait peut-être ajouter un petit point en plus. Ok. Donc là, oui, Éventuellement, discuter une scintigraphie peut-être pulmonaire. exactement. Donc, chez notre patiente, on va faire une scintigraphie pulmonaire. Et pourquoi est-ce qu'on fait la scintigraphie pulmonaire? Il faudrait toujours justifier. Tu mets angioscanner contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère. C'est très important. Si tu n'as pas accès à la scintigraphie pulmonaire, parce qu'il y a des hôpitaux où c'est pas possible de le faire, il faudrait penser à un Doppler des membres inférieurs en urgence. Et là, je vous ai mis un petit mot de la recommandation de la Société de cardiologie. On nous dit ici que si tu soupçonnes sur le plan clinique une embolie pulmonaire, tu peux faire ton échographie des membres inférieurs. Et si tu as une thrombose veineuse profonde, tu confirmes ton diagnostic d'embolie pulmonaire. Oui. Donc, on va passer à la... Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que c'est bon? Oui, docteur, une Tout est question, clair? s'il vous plaît. Ça veut Oui. dire, donc, avec ces recommandations, ça veut dire on n'a même plus besoin de faire la scintigraphie. Donc, Non, non, non. Non, dès tu le dois faire moment la où on fait- tu dois faire la scintigraphie pulmonaire, mais comme je suis en train de t'expliquer, tu peux être dans un hôpital où tu n'as pas de scintigraphie pulmonaire. Parce que Ah, ce n'est ok. pas un examen qui se fait dans tous les hôpitaux. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Si ce n'est pas disponible, si le patient doit, par exemple, se déplacer dans un autre hôpital et si tu n'as pas un rendez-vous, je veux dire, dans les suites immédiates, tu ne vas pas laisser le patient juste comme ça, quoi. Tu peux faire ton échographie Doppler du membre inférieur. Si tu tombes sur une thrombose veineuse profonde, tu confirmes ce diagnostic-là. Le temps peut-être pour toi de faire ta scintille pulmonaire. Ok. C'est en fait, c'est une petite phrase que tu peux ajouter en plus et qui pourrait peut-être aussi te faire valoir des points en surplus. Parce que comme je vous ai expliqué, ce qui fait la différence, tout le monde a des connaissances, mais ce qui fait la différence, c'est les petits plus que vous ajoutez, quoi. Par exemple, là, quelqu'un aurait juste écrit pour confirmer le diagnostic, je vais réaliser une scintigraphie pulmonaire. Bon, tu auras ton point, mais si moi je viens écrire parce que je ne fais pas l'angioscanner parce que la patiente a une insuffisance rénale sévère, il y a peut-être un demi-point qui pourra être ajouté. Si peut-être la scintigraphie pulmonaire est indisponible, je peux faire l'échographie Doppler du membre inférieur. Si je trouve une thrombose veineuse profonde, il est recommandé par la Société de cardiologie européenne d'accepter le diagnostic d'embolie pulmonaire. Ça fait encore un plus. Ensuite, on va passer à la prochaine question. Moi, j'ai une question. Il Oui. y a, Est-ce ouais, que vous pouvez donner votre à prénom, propos s'il vous du plaît? docteur Patrick. Oui, docteur Patrick. Oui, il y a des cliniques qui parlent que quand ils n'ont pas la scintigraphie pulmonaire et puis
ils n'ont pas des moyens pour faire l'écho Doppler, ils peuvent faire l'écho au cœur pour avoir des signes indirects là. Oui. Bon, en fait, lorsqu'il y a une embolie pulmonaire, bon, c'est pas moi qui va vous faire le cours sur l'embolie pulmonaire, c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre la question sur le traitement et tout. Mais lorsqu'il y a l'embolie pulmonaire, la première chose à rechercher, c'est est-ce que le patient est en état de choc ou pas? Est-ce qu'il a des signes droits, d'insuffisance cardiaque droit? Et c'est là où ton échographie cardiaque intervient. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne vous ai pas bien saisi, docteur. OK. Lorsque un patient a une embolie pulmonaire, il faudrait Oui. rechercher est-ce que le patient il est stable ou pas. Donc, ces paramètres sont comment? Est-ce que c'est un patient qui est en hypotension, qui est peut-être inconscient? Est-ce qu'il est stable ou pas? Parce que dépendant de si le patient est stable ou pas, ça te montre, ça t'indique déjà le service où le patient ira. On est d'accord jusque-là? Oui, oui. D'accord. Maintenant, la Là, deuxième chose, c'est rechercher est-ce que le patient a des signes d'insuffisance cardiaque droite. Mm. Et c'est là où ton échographie cardiaque intervient, mais ce n'est pas forcément l'examen de référence de diagnostic, quoi. Ok, je comprends. Mais est-ce qu'il y D'accord. a utilité est-ce qu'il y a utilité quand on répond des paroles aussi des autres scores que les autres utilisent, comme les scores de Wells et autres, pour avoir quand même une cotation prédictive sur l'embolie pulmonaire? Bien Ça sûr, serait utile de mentionner cette réponse. oui, c'est très utile. C'est très utile. Dès que tu vois embolie pulmonaire, tu penses au score. En fait, moi, j'ai pas mis. Je suis pas allée en profondeur dans l'embolie pulmonaire parce que vous allez faire un cours avec un cardiologue qui va tout détailler le cours et tout ce qui va avec. Mais je veux dire même que c'est la base. Dès que tu penses embolie pulmonaire, tu donnes le score. Ce sont des points toujours en plus. Ok, c'est bon. D'accord. Donc, on va passer à la prochaine question. À la prochaine question, oui. Si tout est clair pour tout le monde. Question 8. Je crois que c'est la diapo suivante. On nous a parlé de la prise en charge, les autres volets de la prise en charge. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Victoire, est-ce que tu veux t'essayer? Ismaël, Patrick? C'est le traitement de l'embolie pulmonaire. Bon, on nous a déjà dit qu'elle a été mise sous traitement. Et on demande quels sont les autres volets de la prise en charge qu'on va instaurer. Il y a un traitement. Bon, je vais te rappeler les petits diagnostics qu'on avait tout à l'heure. On nous a dit que on a vu que la patiente avait une déshydratation globale. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il faut corriger la déshydratation. On corrige ça En- comment? on corrige, bon, on doit l'hospitaliser. Bref, on hospitalise déjà notre patient. Elle est déjà hospitalisée. On t'a Il doit dit, venir. Madame B est hospitalisée. Il faut toujours bien l'énoncer. On te dit, elle est déjà hospitalisée. On a déjà mis le traitement d'embolie pulmonaire. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter en plus dans la prise en charge hospitalière? Je peux parler, Il docteur? doit venir. Oui, Patrick, si tu veux t'essayer. Non, c'est Léonard. Ah, Léonard, excuse-moi, je ne vois pas bien les noms. D'accord. Oui. Alors, pour la déshydratation, on va réhydrater la patiente avec du sérum glucosé G5, Oui, plus du sérum physio avec du sodium. Et puis, on fait la suspension des statines, la suspension des furosémides, oui, je suis d'accord. et puis associé à une surveillance de la diurèse, pardon. Oui, En plus de ça, on va contrôler l'IONO et le CPK. Ensuite, l'imagerie rénale à discuter, si possible. Et pour l'hypercalémie, allô, oui, vous oui, 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 je m'écoutez? t'écoute, je t'écoute. Je t'écoute, Pour les- Léonard. pour l'hypercalémie, on va donner du caïsalate et plus ensuite on suspend les ramipril-culat. Oui, Et en ce qui concerne l'augmentation des CPK, on va suspendre les statines oui, je suis d'accord. parce qu'on a déjà mis la patiente sous une réhydratation. Et Oui, puis,
pour son insuffisance rénale, on suspend la metformine. Oui. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer? Oui, docteur. Victoire? Oui, docteur. Oui. Parce que là, il y a quand même une hyperleucocytose, bref, il y a un syndrome inflammatoire biologique et Oui. il y a la somnolence. Est-ce qu'il ne faudrait pas rechercher peut-être un point d'appel si seulement il y a une infection? C'est vrai, la BU est négative. À la radio, on n'a pas des signes pouvant expliquer une pneumopathie d'inhalation. Oui, on n'avait pas de signe. Bon, est-ce que ce qu'on nous a déjà donné dans l'énoncé, est-ce qu'on a résolu tous les énigmes? On avait une déshydratation globale. Léonard, tout à l'heure, il a dit qu'on suspend l'Azilix. Il a dit qu'il corrige l'hypernatrémie avec le sérum glucosé 5%, si j'ai bien suivi. Moi, j'aurais également rajouté 2 grammes de NaCl dans la correction de la déshydratation globale. Ensuite, on a le problème de rhabdomyolyse. Tout à l'heure, Léonard nous a dit qu'il va suspendre la statine, je suis d'accord. Et qui dit rhabdomyolyse dit également hydratation. Donc, c'est un mot également qu'il faudrait ressortir. Ensuite, on a l'hyperkaliémie. Tout à l'heure, Léonard nous a parlé de kaexalate et il a dit qu'il suspendait le ramipril. Je suis d'accord avec lui. Ensuite, on a l'insuffisance rénale aiguë sur le terrain d'IRC. Dès qu'il y a insuffisance rénale aiguë, il y a des mots-clés qu'il faudrait faire ressortir, c'est-à-dire suspension des médicaments néphrotoxiques. Et quels sont ces médicaments néphrotoxiques chez la patiente? Il faudrait maintenant les détailler, la metformine, le ramipril. On nous a dit qu'elle était sous anti-inflammatoire non stéroïdien. Je crois que c'était l'ibuprofène. Ça doit également ressortir. Ensuite, on avait une patiente qui était diabétique. Bon, elle ne prend plus la metformine, elle est en hospitalisation. Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait bien une insulinothérapie rapide. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Ensuite, on nous a dit que c'était une patiente qui était stentée. Elle avait 2 antiagrégants plaquettaires. Tu avais le clopidogrel, tu avais le cardégique. C'est un stent qui a déjà fait plus de 12 mois. Est-ce qu'il y a l'intérêt de maintenir les deux? Non, parce que le risque hémorragique est quand même élevé. C'est une patiente qui fait des chutes. Il est fort probable que lors de la prochaine chute, qu'elle s'en sorte avec une hémorragie intracrânienne. Donc, on suspend le clopidogrel, on continue avec le cardégique. On est d'accord? Ensuite, on nous a dit que la patiente était sous benzodiazépine à demi-vie longue, ce qui n'est pas toléré chez les personnes âgées. Il faudrait toujours préférer celles qui ont des demi-vies courtes comme le Serestar ou encore l'oxazepam. Donc, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais switché l'orazepam par Serestar. Et si c'est chez elle, on n'avait pas vraiment d'argument pour, je vais dire, de diagnostic qui soutient la prescription du Serestar. Donc, j'aurais fait le switch et puis prévoir un sévrage progressif parce que ce sont des médicaments qu'on n'arrête pas brutalement. Ensuite, on nous a dit que la patiente est sous l'anzoprazole 30 mg. Pourquoi? On ne sait pas. C'est une dose pleine. Il y a quand même un risque d'hyponatrémie qui est non négligeable. Donc, moi, j'aurais arrêté parce que je ne vois pas trop l'indication du lanzoprazole chez cette patiente-là. On n'a pas d'antécédent qui justifie ça. Docteur, Oui, pardon, docteur, concernant le lanzoprazole, oui. un médecin m'a dit un jour qu'un patient qui est déjà en polymédication, quand un patient a déjà plus de 5 médicaments, il faudrait toujours penser à un Mettre le protecteur, lansoprazole. oui, du pantoprazole, un IPP pour protéger la muqueuse gastrique. Je sais Bon, pas. moi, je pense que l'IPP devrait se justifier si c'est un patient qui a peut-être une épigastralgie ou un patient qui est peut-être sous anti-agrégant plaquettaire plus anticoagulant. En fait, il faudrait des éléments phares pour justifier ta prescription de l'anzoprazole. Chez ce Parce que dans patient-là, oui. elle a un INS, le cardégique, c'est un On a INS. dit qu'on virait. Non, bon, le cardégique, là, le cardégique, c'était à combien? 100 mg. Avoir le cardégique à 100 mg, pour moi, ça ne justifie pas vraiment le lansoprazole. Ok. Pour moi, ça ne Et justifie pas vraiment le. Si on me disait, par exemple, elle que a c'est une patiente dit qui a des. Oui.
Elle a l'AINS, elle avait l'ibuprofène, je pense. On a dit on ne maintient pas l'ibuprofène. Dès que vous voyez ibuprofène dans un énoncé chez une personne âgée, ça veut dire que c'est un médicament qu'il faut virer. Ok. On va faire également un cours sur la douleur et on va essayer de voir quels sont les médicaments qu'on utilise en cas de douleur, mais c'est déjà quelque chose qu'il ne faudrait pas chez la personne âgée parce que les risques, la balance bénéfice-risque est déficitaire. Mm. On est d'accord? Tout à fait. Ouais. OK. Donc, en fait, quand vous prenez l'ordonnance du patient, il faudrait toujours essayer de voir est-ce que c'est plus bénéfique ce médicament. Si ce n'est pas bénéfique, il faudrait le virer. Et juste une petite notion pour Victoire. Tout à l'heure, elle a dit que pour les médications, je pense que c'est supérieur à 4, hein, c'est pas 5. Supérieur à 5. Ah, c'est supérieur à 5, ok. Oui, 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 à partir de 5. Ok. Ce sont des mots qu'il faudrait absolument connaître et ne pas mettre en désordre également. Prise en charge, dès qu'on vous pose une question sur quelle est la prise en charge chez le patient âgé, il faudrait toujours dire que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Ce sont toujours des points en plus, en fait. Ok. Parce que chez la personne âgée, il faudrait faire une prise en charge globale. Donc, penser à tout ce qui est médicaments, tout ce qui est paramédical et autres. Cette patiente, par exemple, c'est une patiente qui a une embolie pulmonaire. C'est une patiente qui vit seule à domicile, qui est aidée par le voisin. Donc, on ne doit pas la confiner sur le lit pendant longtemps parce qu'il y a également des complications qui sont liées à l'immobilisation. Donc, une fois que l'anticoagulation est efficace, c'est une patiente qui doit commencer à se lever. Elle doit marcher un tout petit peu avec l'équipe de kinésithérapie, l'APA. Dès qu'il y a une maladie thromboembolique, il faut toujours penser au port des bas de contention. Toujours mentionner en absence de contre-indication. Quoi d'autre encore? Toujours penser, chez une patiente qui a une autonomie un peu compliquée, une patiente fragile, toujours penser à la prévention des escarres. Puisqu'elle va être hospitalisée, elle sera couchée, donc il faudrait bien prévenir les escarres. Est-ce qu'il faut un matelas anti-escarre? Donc, ce sont des petits réflexes qu'il faudrait toujours avoir. C'est une patiente également qui était dénutrée. Il ne faudrait pas négliger la prise en charge de la dénutrition. Par exemple, enrichir les repas, surveillance de l'ingestat, donc ce qu'elle mange. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? On a également parlé de la plaie. Il faudrait que je rajoute dans la correction, dans le document final que j'enverrai. On a parlé de la plaie tout à l'heure. Donc, il fallait également mentionner le nettoyage, le pansement, en absence de... Si la couverture antitétanique n'est pas bonne, toujours prévoir le vaccin. OK. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que c'est bon? Naomi, est-ce que c'est possible de fermer le micro, s'il te plaît? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. D'accord. On va passer à la prochaine question. Là, on nous demande, c'est une question de cours, quels sont les examens paracliniques à faire en cas de chute à répétition? On a vu précédemment que lorsqu'il y a une notion de chute à répétition, il faudrait faire ionogramme sanguin à la recherche d'hyponatrémie, dosage sérique de la vitamine D à la recherche d'une carence en vitamine D, hémogramme à la recherche d'une anémie, ECG si on a des signes d'appel cardiaque et dosage de l'hémoglobine glyquée chez les personnes diabétiques. Ensuite, on nous dit que Madame B a une hémoglobine glyquée à 12. Qu'en pensez-vous du traitement antidiabétique? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Docteur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Elle a une hémoglobine glyquée À 12%. Ah non. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une patiente qui était sous metformine. Est-ce que le traitement est efficace pour vous? Est-ce que ça va? On Non, la laisse docteur. comme ça? Est-ce Non, que... non, non. Bon, qu'est-ce Non, que non, vous... docteur. Le traitement n'est pas efficace. Il faudrait voir comment changer. D'accord. Chez elle, quelle sera ta cible? Tu ne peux pas juste venir dire non, ce n'est pas efficace. Il faudrait que tu nous dises, voilà ce que moi je recherche chez elle. Je cherche à avoir une hémoglobine glyquée inférieure à temps. Chez elle, une cible, faites une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 7.
Inférieur ou égal à 7. Bon, je suis pas très d'accord avec toi. On va voir pourquoi est-ce que c'est pas, ça sera pas inférieur ou égal à 7. Parce que Je peux inférieur ou répondre, égal à docteur. 7, oui, C'est les deux, Moi, c'est je dirais que c'est une c'est patiente Léonard. qui est, oui, oui. D'accord. Je dirais que c'est une patiente qui est euh, déjà en état de fragilité. Je suis Donc, d'accord. sa cible de l'hémoglobine glyquée sera inférieure ou égale à 8%. Oui, moi, je mettrais cette patiente dans la classe, dans l'état intermédiaire de santé pour moi. Donc, je suis d'accord avec toi, inférieur ou égal à 8%. OK. Donc, chez elle, on a dit que c'est un diabète qui est mal équilibré. On a dit pour cible, on retient inférieur ou égal à 8%. 8%, pardon, c'est une patiente fragile avec un état de santé intermédiaire. On avait également dit que la metformine était contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère, donc ce n'était pas adapté pour elle. Faudrait également noter qu'il ne faudrait pas de médicaments hypoglycémiants chez elle, Mhm. parce que c'est une patiente qui fait déjà des chutes. Si vous rajoutez encore des médicaments hypoglycémiants chez elle, ça va aggraver ces chutes. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de médicaments hypoglycémiants que vous connaissez? Et sulfamidé. Quoi d'autre? Bon, je vais être encore un peu plus restrictive. Est-ce que vous connaissez les antidiabétiques qui sont responsables de l'hypoglycémie? Mhm. Qui s'essaye? C'est qu'il y Qui a le voulait sulfamidé. t'essayer, Victoire? Oui, je sais qu'il y a des sulfamidés, docteur. Les sulfamides, oui, je suis d'accord. Quoi d'autre encore? Hmm. Euh, Insuline. Oui, je suis d'accord. Quoi d'autre? Les glinites. Donc, si vous voyez repas glinite sur un énoncé, il faudrait déjà mettre en rouge hypoglycémie. OK. Merci, docteur. De rien. Et quand on parle de diabète mal équilibré chez la personne âgée, il faudrait également toujours faire ressortir le fait qu'il ne faudrait pas faire de régime restrictif chez la personne âgée. Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de régime restrictif chez la personne âgée qui veut s'essayer? Léonard, tu veux Euh, t'essayer? je peux parler? Oui, On ne va pas faire des régimes restrictifs pour ne pas favoriser la sarcopénie. d'accord. Bon, avant sarcopénie, moi, j'aurais aimé voir des nutritions. Mhm. Ah, donc, pour ne pas favoriser la dénutrition Oui, qui sera responsable de la sarcopénie. de la C'est pas faux ce que sarcopénie, tu as dit, d'accord. en fait. Mais pour moi, les mots-clés, c'est dénutrition et ensuite sarcopénie. D'accord. OK. Est-ce que c'est possible de mettre la prochaine diapo dans la correction? Hmm, c'est après celle-ci. Voilà, donc là, c'est le tableau des cibles de la glycémie chez le patient âgé. Donc, on a dit si le patient il est robuste. Qu'est-ce qu'un patient robuste? Qui peut nous rappeler? Victoire, est-ce que tu peux nous rappeler qui est considéré comme robuste? Le patient robuste, Oui, c'est si c'était dans les critères de Fried. oui, c'est ça. C'est qui le patient robuste? C'est le patient qui a, je ne sais plus si le calcul inférieur à 0. C'est celui qui n'a pas de critères. C'est les patients qui n'ont pas de critères, en fait. Effectivement. Oui. Ouais. OK. Le patient Donc qui n'a là, pas de on voit critères. bien que le patient qui mérite d'avoir une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 7%, c'est celui qui est robuste. Donc, il est en bonne santé, il est bien intégré sur le plan social, il est autonome.
et son espérance de vie est satisfaisante. Chez lui, on sera un peu plus sévère, on va dire inférieur à 7%. Maintenant, pour les patients fragiles, c'est-à-dire ceux qui ont à partir de 3 critères en montant, ceux qui ont un état de santé intermédiaire, ceux qui peuvent facilement devenir dépendants, on va aller jusqu'à 8%. Et toujours préciser cette phrase qui suit là, parce que c'est aussi ça que le correcteur veut voir. 8%, oui, mais si le patient il est sur glénite, sous insuline, sous sulfamide, il faudrait que l'hémoglobine glyquée soit entre 7 et 8%. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? OK. Donc, ne pas oublier de glisser cette phrase-ci si jamais la question vient. Ensuite, on a la troisième catégorie, les patients qui sont dépendants. Actuellement, on ne dit plus patient grabataire, c'est déjà patient confiné. Grabataire, c'est un ancien terme. Donc, je redis grabataire juste pour que vous voyez un peu le contexte du patient. Si vous avez des patients grabataires, mais normalement, c'est confiné. Donc, grabataire, c'est l'ancien terme. C'est-à-dire des patients qui ont des polypathologies chroniques qui sont très évoluées, qui sont isolés et ils sont également isolés sur le plan social. On va aller jusqu'à 9%. Et toujours ne pas oublier les phrases, les mots qui suivent après. On a dit 9% avec des glycémies capillaires préprandiales entre 1 et 2 grammes par litre en restant au-dessus de 8%, avec des glycémies préprandiales supérieures à 1,4 en cas de traitement par sulfamide, glénite ou insuline. Donc, toujours rajouter ces mots-là. Ce qu'on doit savoir, c'est que chez la personne âgée, l'hypoglycémie fait vraiment peur. Donc, si le patient a des médicaments hypoglycémiants, comme on a cité sulfamide, glénite, insuline, on sera un tout petit peu plus tendre. Est-ce que c'est compris par tout le monde? OK. Bon, là, on a fini avec le cas pratique. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va entrer dans la série des questions isolées. Je crois qu'il me reste 20 minutes pour la fin du cours. S'il n'y a pas de questions. Oui, Victoire, je t'écoute. Docteur, s'il vous plaît, tout à l'heure, Oui. on a parlé des critères de fragilité. Oui. Vous avez demandé dans le cas s'il y avait des critères de fragilité. Oui. Oui, en fait, je veux dire, en regardant notre cas clinique, il n'y a pas de critères de fragilité, n'est-ce pas? Ou bien? Bon, je n'ai pas mis, comment je vais dire, j'ai pas mis les mots qui vont vous orienter vers des critères, je veux dire, j'ai pas écrit par exemple que la patiente ne marche plus, mais déjà si on vous dit que c'est une patiente qui a un aidant principal, son voisin, ça veut dire que c'est une patiente qui est plus ou moins, qui n'est plus autonome, qui a une activité réduite. On est d'accord, non? Oui. Donc, en fait, il faudrait savoir aussi interpréter un tout petit peu. On vous a aussi dit que c'est une patiente qui a une gonarthrose. Quelqu'un qui a une gonarthrose qui prend les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça veut dire que c'est une patiente qui a mal, qui aura des difficultés à se déplacer. Donc, il faut savoir aussi lire entre les lignes, quoi. OK. Merci, docteur. De rien. Est-ce qu'il y a plus de questions? On peut avancer. Je voudrais poser une question sur la radiologie. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a souvent des questions, des images radiologiques à interpréter ou pas? Moi, j'ai juste rajouté parce que je voulais juste faire un petit rappel sur l'arthrose. Mais les sujets sont pas, je veux dire, les années ne se ressemblent pas. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez buté parce que vous ne savez pas interpréter la radio. Moi, je vous conseillerais d'apprendre la radiographie pulmonaire, les radiographies également du bassin et tout ce qui va avec. Regardez, est-ce qu'il y a des fractures? Je pense également que la radiographie de la main aussi, pour rechercher les fractures de protocoles, qui sont souvent des fractures qui sont liées à l'ostéoporose, ça sera bien de les connaître. C'est un plus, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va animer l'esprit des correcteurs. Et de plus en plus, l'examen devient compétitif. Donc, il faudrait vraiment se préparer en se disant, même si on prend 5 personnes, il faudrait que mon nom y figure. Merci. Je vous en prie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va? Bon, on va passer les questions de cours. Bon, chaque fois que moi je vais faire des présentations, je vais toujours faire cas cliniques et questions de cours. Et pour cet examen, ce que moi je vous conseillerais, c'est de maximiser à l'épreuve fondamentale. Parce qu'il y a deux épreuves, il y a l'épreuve fondamentale, il y a l'épreuve pratique. C'est plus facile d'avoir un 16 sur 20, un 17 sur 20 à la première épreuve qu'à l'épreuve pratique, parce qu'à la pratique, tu ne sais pas exactement ce que le correcteur attend de toi. Donc, il y a le livre rouge, le Collège des enseignants de gériatrie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà acheté. C'est un livre qu'il faudrait mémoriser, le lire et le relire plusieurs fois, parce qu'il y a plein de questions, des fois, qui ressortent de ce livre-là. Donc, la lecture du cours n'est vraiment pas du tout à négliger. Moi, je vous conseillerais de maximiser sur l'épreuve fondamentale. C'est-à-dire, si on prend 10 questions dans ce livre rouge-là, il faudrait que vous connaissiez la réponse à ces 10 questions-là. Donc là, la première question, c'était la définition. Quelques définitions. Chute, chute à répétition, polymédication, polypathologie. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer pour définir? Patrick, est-ce que tu voudrais bien t'essayer pour définir? Hmm. Victoire, est-ce que tu veux t'essayer? Patrick n'a pas parlé. Allô? Oui, Victoire. Oui, docteur, je commence par la polymédication. Oui. Donc, la polymédication, on a dit que c'est la présence de plus de 5 médicaments sur une ordonnance De classes différentes de classes différentes. Merci. par jour. Sur une ordonnance, tu as raison. Ok, donc la présence de plus de 5 médicaments de classes différentes sur une ordonnance par jour. Oui, c'est-à-dire de 5 à montant, 5, 6, 7 et plus. Ok. Chute à répétition, c'est Oui. une des chutes à répétition, c'est la présence de plus de 2 chutes sur 12 mois chez un patient. Oui, je suis d'accord. Une chute, Mhm. c'est le fait de tomber au sol de manière inopinée, non Mhm. contrôlée, Oui, et non involontaire. contrôlée et involontaire par oui, et involontaire. Donc, je veux dire, le fait de tomber au sol de manière inopinée, non contrôlée par la volonté, ou bien de façon involontaire. Oui, ou alors à une position inférieure à ta position initiale. Ça entre également dans la définition. Polypathologie, on a vu ça tout à l'heure. C'est quoi la polypathologie? La polypathologie, c'est polypathologie. C'est un patient qui présente plusieurs pathologies, Combien? plusieurs antécédents, plus de 2. Non. On a dit polypathologie, c'est supérieur ou égal à 5 pathologies chroniques. C'est-à-dire, Ok. Madame B a peut-être plus de 5 pathologies chroniques. Par exemple, elle a l'hypertension, elle a le diabète, elle a encore quoi d'autre? On a parlé de quoi encore? Elle avait la gonarthrose. Ah oui. Quelle autre pathologie chronique? Peut-être on nous dit qu'elle a un cancer. Qu'est-ce qu'on va encore ajouter? En fait, il faudrait que la même personne ait plus de 5, donc à partir de 5 en montant. Pourquoi on parle de polypathologie? OK, on va passer à la deuxième question. Quels sont les critères de Fried? Un instant, je peux poser la question? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, C'est Rodrigue? Oui, Rodriguez. Oui, enchanté Rodriguez. Ouais. Est-ce que pour la polypathologie, je voudrais savoir s'il y a aussi la notion de système ou bien c'est même 5 pathologies qui seraient sur le même système, je ne sais pas. Non, c'est pas système, c'est maladie chronique. Donc, si tu as plus D'accord. de, oui, si tu as plus de 5 maladies, à partir de 5 maladies chroniques en montant, c'est un patient qui est polypathologique. D'accord. OK.
Deuxième question, quels sont les critères de Fried? Qui peut nous parler des critères de Fried? Est-ce qu'il y a un volontaire? Les critères de Fried, Il y a Fabrice aussi qui voulait parler. Bon, Victoire, laisse un peu Fabrice parler. Tu as déjà beaucoup parlé. Oui, bonsoir docteur. Oui, Fabrice. Oui, les critères de Fried, premièrement, il y a la perte de poids involontaire durant la dernière année. Combien? Euh, une perte de poids de, supérieure supérieure à 10 kilos. Non, 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 Fabrice. On a dit plus de 4,5 kilos ou alors supérieur à 5% du poids. Ah, d'accord, docteur, merci beaucoup. De rien. Ce sont les petits détails qu'il ne faudrait pas du tout oublier parce que ça compte. Oui, oui. Et Ensuite, 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 il y a la sensation subjective de fatigue. oui, Il y a la réduction des activités physiques. oui. Il y a la diminution de la vitesse de la marche. En dessous de combien? Les détails, ça m'échappe, docteur. 0,8 mètres par seconde. En fait, c'est sur ces détails-là qu'on Oui, va, du moins, que vous serez plus pertinent que les autres. Donc, ce sont des détails qu'il faudrait absolument maîtriser. d'accord, docteur. Merci Oui. beaucoup. Oui. Là, Fabrice, tu nous as donné 4 critères. Il manque le dernier. Les derniers, c'est la, la, la baisse de la force musculaire. Parfait. En fait, moi, pour retenir ça, j'avais Oui, pensé à fatigue. Quelqu'un est fatigué, il va faire moins d'activité, il aura oui, moins de force. Donc, ça oui. me fait déjà 3 critères que j'ai retenus. Juste à partir de la fatigue. Ensuite, il y a le poids et il y a la vitesse de marche qui est diminuée. D'accord, docteur. Merci beaucoup. OK. Ensuite, dès qu'on te parle critères de Fried, il faudrait toujours interpréter. Donc, il faudrait nous dire s'il n'y a pas de critères, c'est un patient robuste. S'il a 1 ou 2 critères, il est préfragile. S'il a 3 critères en montant, il est fragile. Donc, toujours interpréter. Ne jamais oublier Oui, d'interpréter quand il y a cette question-là. On nous a demandé là quel est l'élément le plus important. Donc, parmi tous ces critères, quel est le critère qui est le plus important? parmi tous les critères qu'on a cités, Oui, ça, c'est une question de cours. parmi tous les critères qu'on a cités, Oui. la perte de poids. Non, c'est la vitesse de marche. Ah, Oui, c'est d'accord, le docteur. critère le plus important. Ok, merci, docteur. De rien. La troisième question, citer 5 syndromes gériatriques. Qui veut s'essayer? Moi, Oui, Victoire. il y a le syndrome, Tu peux citer les noms, hein. oui, il y a la chute, D'accord. le syndrome parkinsonien. Il y a il Je y ne a suis pas d'accord avec toi pour le syndrome parkinsonien. On a vu la définition de syndrome gériatrique tout à l'heure. On avait dit que c'était un ensemble de signes qui affectaient l'autonomie de la personne âgée et qui n'étaient pas rapportés à une pathologie bien précise. ok, ok. Le syndrome d'immobilisation. D'accord. Hum, le syndrome de l'autonomie. Syndrome d'autonomie comment? Non, non, pas le syndrome d'autonomie, plutôt l'autonomie. Autonomisation, mutation. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je peux Syndrome ajouter confusionnel. Oui, juste Rodriguez. syndrome confusionnel. Oui, je suis d'accord. N'allez pas souvent chercher loin. Quand vous pensez à une personne âgée, qu'est-ce que la personne âgée peut avoir comme problème? Il peut avoir des troubles neurocognitifs.
Ça passe, il peut être dénutri, il peut être confus, il peut chuter, il peut être dépressif. Tout à l'heure, Victoire parlait d'immobilisation. Oui, je suis d'accord. Donc, prenez des choses qui sont, vous pouvez, qui sont pas très loin, quoi. Ok. Ensuite, la prochaine question, on nous a demandé les échelles d'évaluation des comorbidités chez le sujet âgé. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? C'est aussi une question de cours qui est dans le livre rouge. Bon, ici, on a deux échelles. On a le score de Charlson, ça s'écrit Charlson, et on a le Cumulative Illness Rate Scale Geriatric, le 6G. Donc, ce sont des échelles qui permettent d'évaluer les comorbidités chez les personnes âgées. C'est aussi une question de cours qui peut-être peut tomber. La prochaine question, c'était quels sont les types de phénomènes de désadaptation? Entre parenthèses, 4. Est-ce que quelqu'un peut s'essayer? Oui, docteur. Oui, Victoire, je t'écoute. Un syndrome de désadaptation, on peut avoir un risque thromboembolique, prévention du risque thromboembolique. Non, ici, on te demande quels sont les types de phénomènes de désadaptation. Donc, dans la désadaptation, là, qu'est-ce qui peut être désadapté? L'état Quelles sont les cardiovasculaire, fonctions? Ou bien si je peux essayer. cardiovasculaire, Voilà, parfait. ok, cardiovasculaire, neurologique, Je t'écoute. aussi la perte de la masse musculaire. Donc, musculaire, désadaptation musculaire. Mhm. Ok, les complications digestives. Non, non. En fait, il y a 4 types de phénomènes de désadaptation chez la personne âgée qu'il faudrait connaître. Cardiovasculaire, comme tu as dit, des adaptations des capacités d'endurance, des adaptations psychomotrices et des adaptations musculaires. Ça également, c'est dans le livre rouge. Et je pense que c'est tombé lors d'un dernier AVC, d'un dernier EVC, mais je ne sais plus exactement quelle année, mais je pense que c'est tombé déjà. Donc, il faudrait vraiment maîtriser le livre rouge au bout des doigts. Si vous pouvez le lire 5 fois, 6 fois, ça sera une bonne chose pour ne pas louper les questions qui pourront sortir de ce livre. Ensuite, on a parlé de l'autonomie du sujet âgé. Quelles sont les échelles qui permettent d'évaluer l'autonomie chez la personne âgée? Est-ce que quelqu'un veut essayer? Les échelles. Si tu veux évaluer l'autonomie chez la personne âgée, comment est-ce que tu t'y prends? Quelles sont les échelles que tu vas utiliser pour dire, voilà, il est autonome, non, lui, il n'est pas autonome? Vous avez déjà... Docteur, Oui, c'est Fabrice? oui, oui, c'est Fabrice, docteur. D'accord. Le docteur, pour l'évaluation de l'autonomie, il y a principalement deux échelles qu'on utilise. Oui, Il y a l'IADL, oui. L'IADL, c'est quoi? Instrumental Activity of Daily Living, D'accord. et l'ADL, ADL, c'est quoi? Activity of Daily Living. D'accord. OK. Donc, comme Fabrice a dit, on a deux échelles. Et quand vous parlez des échelles, si vous mettez aussi les cotations, c'est aussi un point peut-être en plus. Dans l'échelle IADN, c'est 0 et 1. Donc, est-ce que le patient peut, est-ce qu'il peut pas? S'il peut, il a un point. S'il peut pas, c'est 0. On est d'accord? Oui, C'est noté sur 8 chez la femme, c'est noté sur 5 chez l'homme. Parce que l'homme, à l'époque, l'homme ne cuisinait pas. Bon, des tâches que les hommes n'aiment pas faire, là, faire la cuisine, faire le linge, ce sont des éléments qu'on enlève. Ensuite, l'échelle ADN, là, c'est côté 0, demi 1. Est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il le fait partiellement, est-ce qu'il le fait totalement?
Le score, c'est sur 6 pour tout le monde. Et si le patient a un score qui est inférieur à 3, à 3, il est fortement dépendant. C'est bon pour tout le monde. Oui. Les éléments également de ces échelles-là, je ne les ai pas mis dans ce cours. Ça sera dans les prochains cours que je vais les introduire, mais c'est également des éléments à maîtriser au bout du doigt parce que ça peut tomber. Ça peut également vous aider à avoir des points en surplus dans le cas pratique. Ensuite, la prochaine question. En cas de cascade gériatrique, quelles sont les fonctions d'organes les plus vulnérables? Ça également, je l'ai prise dans votre livre rouge. Je crois que c'est au chapitre 2, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Quels sont les organes qui sont les plus touchés quand il y a une cascade gériatrique? La tête, Oui, cérébrale. le cœur, Oui, avec l'insuffisance cardiaque. les vaisseaux, Non. Les reins. Insuffisance les reins. rénale. Oui. Et quoi d'autre encore? Ostéo-articulaire. L'alimentation. Ok. Dénutrition, déshydratation. Ça également, c'est à connaître. Donc, on a dit les fonctions d'organes les plus vulnérables, cérébrales, cardiaque, rénale et alimentation. Il me reste 1 minute. Bon, on a plus assez de questions, je pense. Question 8. Quels sont les signes radiologiques d'une arthrose? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler les signes radiologiques d'une arthrose qu'on a vu, de l'arthrose qu'on a vu plus haut? On a parlé des pincements articulaires, Oui, des géodes. oui. On a parlé des lésions ostéolytiques, d'ostéocondensation, je veux dire. Sous-chondral, oui. Et ostéophyte. L'ostéophyte, oui. D'accord. Donc, on a 4 signes radiologiques en cas d'arthrose. Pincement articulaire, ostéocondensation sous-chondrale, géode sous-chondrale et ostéophyte. Question 9. Quels sont les effets cardiovasculaires du vieillissement? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Ça également, c'est, je pense, une ancienne question, EVC, peut-être 2023, si j'ai bonne mémoire. Une insuffisance cardiaque. Quel est le mot-clé, en fait, ici, là? Quel est le PMZ? Quel est le mot-clé, en fait? Je pense que j'ai donné ça. Lors du rappel du cours, je vous ai dit quels sont les mots-clés dépendants des organes. Quand on dit cardiovasculaire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas oublier? Insuffisance cardiaque. Non. On a dit rigidité des artères. Ah oui. C'est ça il ne faudrait pas que tu oublies, en fait. Rigidité artérielle, hypertension artérielle systolique. Ensuite, hypertrophie du ventricule gauche et troubles de relaxation du myocarde. C'est bon pour tout le monde? Oui, docteur. Ensuite, là, c'est QCM. Répondre par vrai ou faux. On va le faire ensemble. Première question, le vieillissement responsable de la diminution de la masse maigre. Vrai ou faux? C'est vrai. Vrai. Qu'est-ce qui augmente? Si la masse maigre diminue, qu'est-ce qui augmente? C'est la masse grasse. Parfait. Deuxième question, la déstructuration du sommeil survient avec le vieillissement. Vrai ou faux? Vrai. Troisième question, la vieillesse favorise la diminution du péristatisme. Vrai ou faux? Vrai. Quatrième question, une personne âgée robuste a un critère de fragilité de Fried. Non. Vrai ou faux? Faux. Parfait. Donc là, j'ai achevé la séance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit, des préoccupations? Bon, moi c'est vrai que peut-être à un moment donné, j'ai perdu le débit, l'introduction, la partie introductive. Bon, Oui. après, je ne sais pas, peut-être comme c'est la première fois, je peux me tromper, donc je pars sous réserve d'être contredit par les autres.
Enfin, moi, j'avais l'impression au tout début que vous alliez trop vite. Bon, après, vers le milieu du cours, j'ai trouvé que bon, le rythme était bon. Je pense 10 Oui. minutes jusqu'à la fin, j'ai trouvé que c'était quand même un très bon rythme. Mais au début, j'ai vu que vraiment vous accélérez. C'était vraiment, ça allait un peu trop vite, et que peut-être qu'il y avait des questions. Bon, pour ce moment, moi, je m'attendais peut-être où vous allez un peu plus expliquer, où on va plus échanger. C'était pour le cas, par exemple, de l'image de la radiologie. Bon, ça dépend. Oui. Oui, d'autres éléments au tout début là-bas. Bon, après, je ne sais pas, peut-être c'est la gestion des temps. Mais ça, c'était l'impression que j'avais. Mais à partir du milieu jusqu'à la fin, je trouvais que le rythme était bon. Bon, après, on verra prochainement. D'accord. Bon, en fait, au départ, je me suis dit, bon, j'avais pas la notion que vous n'aviez pas le cours, en fait, le cours théorique. Donc, je me suis dit que je faisais juste des rappels un peu rapidement et que peut-être vous avez déjà eu le cours théorique dont, genre, vous avez déjà lu avant qu'on ne se rencontre. Mais prochainement, je vais faire l'effort d'expliquer un peu plus le cours, si ça vous convient. D'accord, ouais, merci. Mais je pense que le mieux serait que vous ayez le cours avant. Oui, Comme ça, docteur. quand on fait les rappels de cours, on parle vraiment des choses qui vous ont causé des soucis, quoi. S'il y a un élément que vous n'avez pas compris, s'il y a eu des zones d'ombre, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ah ouais. Parce que si vous lisez pas aussi, ça va pas vraiment nous aider. Il faudrait bien que j'explique ce que vous n'avez pas bien capté. Peut-être moi, je voudrais profiter peut-être à ce niveau-là pour revenir sur la question là. Il faut lire le livre Rouge et Collège. Bon, moi, je l'ai déjà, je l'avais acheté. Oui. Et je ne sais pas quelle question vous nous donner, comment il faut le lire. Moi, je l'ai déjà acheté. Il faut le lire du début à la fin. Comment il faut le lire, comment il faut Il faut le suivre. lire du début à la fin. Il faut lire tous les chapitres du livre. Bon, moi, je vais vous dire ce que moi, j'avais fait. J'ai lu ce livre plusieurs fois. Je vais dire plus de 3 fois. Parce qu'à chaque fois que vous allez le lire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petites phrases que peut-être vous êtes passé dessus, quoi. C'est pas lire la vitesse. C'est lire pour comprendre et pour retenir. Ce que moi, j'avais fait, j'avais un petit cahier pour les questions isolées. Donc, tout ce que je pensais qui pouvait tomber, toutes les questions qui sont tombées les années précédentes, je les notais à l'intérieur. Par exemple, les critères de Fried, c'est une question qui est déjà tombée plusieurs fois. Donc, c'est une question que vous devez absolument connaître, maîtriser au bout des doigts. Donc, si vous avez votre petit carnet pour les questions isolées, vous notez quels sont les critères de Fried, vous écrivez tout ce que vous devez retenir. Et je vous ai dit, critères de Fried, il faut toujours penser aussi à donner l'interprétation parce que c'est toujours des points, en plus. Quand on dit fragilité, critère de Fried, vous allez dire fragilité égale syndrome gériatrique. C'est aussi des petits mots qui peuvent aussi vous donner des bonus. Et au fur et à mesure que vous allez lire, même si vous avez l'impression que vous ne retenez pas au départ, mais vous gardez quand même des choses. Donc, il faut le lire plusieurs fois. Si vous pouvez le lire 4 fois, c'est bien. 5 fois, 6 fois, c'est très bien. Et faire ce petit, pour ceux qui ont la mémoire visuelle, faire un petit cahier pour noter toutes les questions isolées pour pouvoir réviser tranquillement. Pour ceux qui ont une mémoire plutôt auditive, ce que moi je vous conseillerais, c'est de faire des audios. Donc, vous pouvez faire des audios et puis vous écoutez les audios peut-être quand vous êtes en train de passer à l'hôpital, pendant la pause. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu. Et je ne sais pas, et pour ce cours, est-ce qu'il y a des replays comme ça? Je ne sais pas. Oui, la séance est enregistrée, donc normalement, vous aurez accès au replay. Et je vais essayer de corriger le PowerPoint pour envoyer la version finale. Merci. Ah, d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres suggestions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? S'il vous plaît, docteur. Oui, Fabrice. Oui, je suis arrivé, je m'excuse parce que je suis arrivé un peu en retard par rapport à la séance de ce soir. Ma préoccupation ne porte pas vraiment sur les cours de ce soir, c'est par rapport au concours lui-même, l'organisation du concours. Je ne sais pas si je peux la poser ou ce n'est Il n'y pas a le pas de cas. question, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, pardon. Vas-y. D'accord. Oui, il paraîtrait que cette année, il y aura 2 concours, un pour les médecins qui sont en France et un autre pour ceux qui ne sont pas en poste en France. Je ne sais pas si cela est vrai ou
Je voulais avoir un éclaircissement par rapport à ça. En fait, là, ce sont des rumeurs, il n'y a pas encore de note officielle. Donc, on ne peut pas vraiment statuer si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais préparez-vous pour cet examen comme si vraiment, c'est un concours hyper, super sélectif, pour être honnête. Donc, n'allez pas avec je veux avoir 10 sur 20, non. Allez avec je dois avoir 14 de moyenne, je dois avoir 15 de moyenne, je dois avoir 16 de moyenne. Et c'est parce que si vous allez avec cet engouement-là, vous allez vous donner tout, vous allez vraiment mettre de votre, comment je vais expliquer ça? En fait, vous allez plus bosser et vous serez pas dans la zone rouge, quoi. Oui, Parce que de plus en plus, le niveau est élevé. L'année, en 2023, je pense, la dernière note était 10,05, si je ne raconte pas n'importe quoi, en 2023. C'était la dernière moyenne retenue. Cette année, liste principale, je pense, c'était 12 sur 20 et liste complémentaire 10,45. Donc, si on avait juste pris la liste principale, tous ceux qui auraient eu 11 auraient été recalés et ce n'est pas le but. Il faudrait toujours être dans le top, quoi. D'où la nécessité de bien se préparer. Et pour moi, la meilleure méthode, c'est de maximiser lors de la première épreuve. Parce que oui, là-bas, vous pouvez facilement avoir un 15 sur 20, un 16 sur 20, un 14 et ça monte les notes. La pratique, des fois, les corrections sont vraiment rudes. d'accord, docteur, merci beaucoup. Oui, et la durée de l'épreuve, c'est 2 heures pour les 2 épreuves. Le temps passe très, très vite là-bas. Donc, il faudrait vraiment que ça coule. Ça doit être un réflexe, quoi. Ça doit vraiment couler. Il faut toujours lire l'énoncé, ne pas trop stresser. Oui, Prendre bien son temps pour répondre de façon organisée, c'est-à-dire faire des tableaux. Ne pas juste répondre au pif parce que tout ça aussi, ça compte. Est-ce que vous êtes organisé ou pas? Et tout ce que vous connaissez concernant la question, concernant le sujet, si vous pensez que si c'est vrai, écrivez-le parce que vous ne savez pas si ça va vous ajouter un demi-point ou pas. d'accord, docteur. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut conclure? Je vois Simplice qui a levé la main ou c'est une erreur? Simplice, on t'écoute. Simplice? Bon, peut-être c'est une erreur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions. On peut conclure et vous aurez cours jeudi. Ce sera plus moi, ce sera un autre enseignant. Bon, merci beaucoup. Je voudrais aussi rajouter un point pour ceux qui ont trouvé la séance les notions un peu longues. Sachez que l'idée aussi c'est de vous montrer toutes les notions qu'on doit aborder en gériatrie. C'est vrai que là, on n'a pas tout abordé, mais l'idée c'est de vous montrer un peu de façon grosso modo quelles sont les notions qu'il faut maîtriser. Donc, sachez que ce sont les notions sur lesquelles on va revenir. Donc, ne soyez pas frustrés si vous avez eu l'impression de ne pas maîtriser aujourd'hui. On va revenir sur ces notions-là plusieurs fois. Donc, voilà. Non, merci. Je vous en prie. OK. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à jeudi. Bonne soirée. Bonsoir, au Merci. revoir. Merci. Bonne soirée. Bye. Soirée.